Bien, bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire consacré à la rédaction de la notice d'une machine. Nous commencerons dans quelques minutes et pour laisser le temps à tous les participants de s'installer dans la salle virtuelle, je vais vous donner quelques informations pratiques. Tout d'abord, vos micros sont coupés, mais vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit via le chat. Le chat étant en mode fermé, vous n'allez pas voir les questions posées par les autres participants. Et par contre, c'est moi qui les poserai à notre intervenant à la fin de sa présentation. Le chat aussi vous permet de signaler tout problème technique que vous pourriez avoir. Et merci d'ailleurs à Floriane et Lara qui vont s'assurer du bon déroulement technique de notre réunion. Autre information, le support PowerPoint de Sébastien Parnet vous sera envoyé avec le lien qui vous permettra de visionner le replay du webinaire dans les jours qui suivront. Et puis, juste avant de vous déconnecter, on va vous proposer une brève enquête de satisfaction et je vous remercie d'ores et déjà de vos réponses qui nous sont toujours très, très utiles. Voilà, bon, il est 13h32. On va peut-être encore attendre quelques secondes avant de démarrer. Je vois que les personnes entrent dans la salle virtuelle progressivement. Bon, écoutez, il est 13h33. Nous allons donc commencer notre webinaire, donc, je vous le rappelle, consacré à la rédaction de la notice d'une machine. Ce webinaire est le premier d'une série de 4 organisés sur la réglementation des machines. Nous avons organisé ces webinaires dans le cadre du réseau Enterprise Europe Network en partenariat avec Bureau Veritas et le CETIM. Je vous rappelle les thèmes abordés lors des 3 prochains et pour lesquels vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, bien sûr. En avril, fin avril, le 29, c'est sur la réception de machines. Au fin mai, ce sera sur la modification d'une machine et en juin, ce sera sur la cybersécurité des machines. Alors aujourd'hui, on va parler de la notice. Qui est un document incontournable qui doit accompagner la mise sur le marché de chaque machine et qui doit être soigneusement rédigé. C'est un outil d'information qui doit être exhaustif parce qu'il contribue vraiment à la sécurité de chaque utilisateur. Et alors pour ce faire, pour ce webinaire, j'ai fait appel à l'expertise de Sébastien Parnet, qui est formateur et consultant en sécurité et conception des machines au CETIM, afin qu'il nous donne les clés pour une rédaction maîtrisée de ce document, à la fois sur le fond et sur la forme. Avant de lui céder la parole, je vous rappelle que vous pourrez lui poser toutes vos questions via le chat pendant toute la durée de son intervention et il y répondra bien sûr après être intervenu. Je lui lirai les questions. Voilà, Sébastien, je vais tout de suite vous laisser la parole pour que vous puissiez nous présenter les enjeux de la rédaction de cette fameuse notice. Merci. Très bien, merci Catherine. Donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire concernant la notice d'instruction. Donc effectivement, 3/4 d'heure, 1 heure de présentation pour un sujet qui est tellement vaste, c'est un peu compliqué à faire, mais en fait le but du jeu c'est vraiment vous donner en priorité les bonnes informations rapides mais précises sur un sujet qui s'appelle la notice d'instruction. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous avons décidé de faire un rapide tour du contexte réglementaire, parce qu'effectivement, il faut savoir d'où ça vient. La notice, effectivement, c'est un moyen de communication.
et la communication écrite, vous avez énormément de difficultés. Et du coup, effectivement, il va y avoir des questions à se poser par rapport à tout ça. On va regarder un peu rapidement aussi la structure de la notice, qui est quand même assez important vis-à-vis de cette présentation réelle de cette notice, même si elle est en virtuel, par exemple. Et puis, on va aller après sur traduire, publier et archiver et mettre à jour la notice. Et après, ça sera le temps des questions vis-à-vis de cette présentation. Alors très rapidement, je me présente, donc Sébastien Parnet, donc je suis formateur et en sécurité des machines et consultant, et donc j'accompagne les sociétés sur effectivement le cahier des charges fonctionnelles, l'analyse de risque, les notices d'instruction, effectivement sur le fond et la forme, le dossier technique, la réception des machines et les fiches de poste. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment le contexte global lorsque vous voulez créer une machine, du début jusqu'à la fin, on passe par toutes ces étapes-là. Et ce sont ces étapes-là qui sont primordiales pour être en conformité avec la réglementation en vigueur. Voilà, donc présentation très rapide, et du coup maintenant je vous propose d'aller directement sur la partie contexte. Alors, le contexte réglementaire, très rapidement, tout part de la directive machine, qui est la 2006-42-CE. Et cette directive machine va couvrir effectivement son champ d'application, donc les machines, toutes les machines, aussi bien les machines spéciales que les machines pour sa propre utilisation, les équipements interchangeables, les composants de sécurité, les accessoires de levage, les chaînes, les câbles, les sangles, les dispositifs amovibles et les quasi-machines. Et du coup, effectivement, dans cette directive machine, vous avez des choses à faire. Et ces choses-là, c'est quoi? C'est l'obligation de faire en priorité une analyse de risque. Cette analyse de risque va effectivement arriver pour définir justement les phénomènes dangereux qu'il y a dans cette machine avec les risques associés vis-à-vis de la phase de fonctionnement du produit. Et de là, vous allez mettre en phase des solutions techniques et organisationnelles pour pouvoir arriver à éliminer ce risque ou le minimiser, et bien sûr en protégeant les opérateurs et informer. Et quand on dit informer, les risques résiduels de cette analyse de risque vont aller directement dans la notice d'instruction. Donc du coup, la feuille d'analyse de risque ainsi que la notice d'instruction, c'est vraiment quelque chose qui sont vraiment liés. Et en faisant ça, vous allez faire effectivement un dossier technique qui va dans votre conception de machine pure et dure pour pouvoir présenter ça aux autorités compétentes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi, vous devez, lorsque vous concevez une machine, respecter les exigences essentielles de santé et de sécurité. Donc c'est ce qu'on appelle les ESS. Et ces ESS, en fait, sont vraiment l'annexe 1 de la directive machine à laquelle vous devez clairement respecter ces exigences vis-à-vis de la conception de cette machine. Ensuite, vous allez devoir rédiger une notice d'instruction, donc on ira faire un focus là-dessus par rapport à ce webinaire. Et tout ça ira bien sûr dans un dossier technique. Ce dossier technique, c'est la preuve comme quoi vous avez fait toute la démarche pour pouvoir effectivement apposer le marquage CE sur la machine et effectivement arriver à la délivrance d'une déclaration CE de conformité. Et du coup, si on regarde un peu la démarche, vous avez l'analyse de risque avec l'intégration des ESS, la notice d'instruction, le dossier technique, la déclaration de conformité qui aboutissent au marquage CE dans le cadre d'une machine, mais vous avez aussi les quasi-machines où c'est à peu près la même chose, mais les mots sont pas dans la même résonance. C'est-à-dire que la quasi-machine, il faut faire une analyse de risque et intégration de la sécurité ESS qui sont uniquement appliquées et satisfaites. Pourquoi? Parce que la quasi-machine doit être incorporée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines pour être conforme à la réglementation. Et du coup, vous allez devoir faire une notice d'assemblage pour assembler justement cette quasi-machine, ainsi qu'une documentation technique qui est la preuve comme quoi vous avez fait toute la démarche. Puis après, vous allez avoir une déclaration d'incorporation et il n'y a pas de marquage CE vis-à-vis de la machine, mais vis-à-vis de la directive machine. Il y a d'autres marquages CE qui sont vis-à-vis des autres directives qui sont Bastension, CEM, ATEX ou DOR, etc., etc. Donc effectivement, un peu de différence entre la machine et la quasi-machine, mais grosso modo, c'est la même chose. Notice d'instruction pour la machine, notice d'assemblage pour la partie quasi-machine. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le détail de tout ça, effectivement, on va faire le comparatif entre la notice d'instruction et le dossier technique. Effectivement, la notice d'instruction, c'est la langue du pays d'utilisation. Donc, c'est vraiment votre client qui va avoir ce document et il doit l'avoir avec sa propre langue à laquelle il utilise tous les jours. Contrairement au dossier technique où c'est la propriété privée du fabricant, donc c'est dans sa langue
à laquelle par exemple, si vous êtes fabricant français, vous devez avoir votre dossier technique en France, alors que la notice d'instruction, vous l'avez effectivement en français, parce que c'est vous qui l'avez faite, mais quand vous allez le vendre en Italie, il va falloir avoir cette traduction en italien. Et du coup, le propriétaire de la notice d'instruction, c'est bien l'utilisateur. C'est pas le fabricant, c'est bien l'utilisateur. Contrairement au dossier technique où c'est lui le propriétaire de ce document. Vous avez l'obligation de le fournir au client vis-à-vis de cette notice d'instruction. C'est clairement défini dans la réglementation en vigueur. Par contre, le dossier technique, c'est vraiment votre propriété privée. Par contre, si on vous le demande vis-à-vis des autorités compétentes, vous êtes obligé de le donner à disposition des autorités compétentes. La conservation de la notice d'instruction, elle se fait par rapport à la vie de la machine. Donc, vous jetez la machine, vous jetez la notice d'instruction. Le dossier technique, c'est 10 ans après la dernière fabrication de la dernière machine que vous allez faire. Qui conserve cette notice d'instruction? C'est bien l'utilisateur, puisque c'est lui, c'est bien sa propriété. Et dossier technique, c'est bien le fabricant. Et le contenu de la notice d'instruction, ce sont une exigence de la directive machine, donc ce sont les ESS. Donc c'est le 1.7.4 qui définit le contenu et quels sont les différents points obligatoires dans cette notice d'instruction. Contrairement au dossier technique où c'est l'annexe 7, soit A, partie A, partie B, pour la partie constitution du dossier technique. Voilà, donc ça fait un peu la partie contexte réglementaire. Et du coup, par rapport à ça, on va aller maintenant un peu plus dans le détail de la notice d'instruction. Alors, la notice d'instruction, c'est quoi? En fait, c'est une obligation des fabricants qui assument la responsabilité et la conception de la fabrication d'un produit. Donc, elles sont visées par rapport à différentes directives qui amènent au marquage CE. Et en plus, le but du jeu, c'est vraiment de dire, voilà, j'ai fait toute la démarche et je peux mettre sur le marché de la communauté économique européenne mon produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez mettre des produits sûrs et surtout informer sur les risques résiduels de votre produit, sur les aspects sécurité par rapport aux utilisateurs. Et donc, du coup, les utilisateurs, quand je parle d'utilisateur, je parle d'employeur. Utilisateur, c'est mettre à disposition des travailleurs des équipements de travail conformes. Et puis, bien sûr, c'est former des travailleurs à leur poste de travail. Ça, c'est une partie où l'employeur doit former autant que cela est nécessaire les opérateurs pour pouvoir éviter qu'ils se fassent mal vis-à-vis de cette machine. Tout ça, effectivement, se fait par rapport à des formations ou à des informations ou de l'accompagnement. Et cette formation, effectivement, elle est faite à chaque première embauche du salarié ou chaque fois que cela est nécessaire. Et effectivement, vous devez adapter justement ce contexte par rapport à votre société avec toute la partie qualité interne. Les obligations de l'utilisateur, tout part en fait du code du travail qui va préciser exactement qu'il faut vraiment informer vos opérateurs au poste de travail et même s'ils ne vont pas clairement utiliser les machines. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent passer à côté et peuvent être mis en danger vis-à-vis de cette machine. Donc voilà, donc vraiment c'est l'obligation de l'utilisateur qui doit mettre en place tout ça vis-à-vis de cette machine dans laquelle il a acheté. Et il va se baser sur quoi? Sur la notice d'instruction. Du coup, la réglementation, donc la directive machine, dit que chaque machine doit être accompagnée d'une notice d'instruction dans la ou les langues officielles de la communauté membre dans laquelle la machine est mise sur le marché et ou mise en service. Et du coup, la machine d'instruction qui accompagne la machine est une notice originale. Donc votre notice doit avoir le mot notice originale par rapport au fabricant et du coup, vous allez le remettre à votre utilisateur. Si vous allez la traduire, il va falloir une traduction accompagnée de la notice originale. Donc ça veut dire qu'il va falloir transmettre deux notices. La notice originale, celle qui fait foi, et la traduction dans la langue du pays qui va bien. Si on va un peu plus après dans le détail de cette notice d'instruction, vous allez avoir effectivement l'ESS 1.7.4 qui va décrire clairement ce qu'il y a à l'intérieur de cette notice d'instruction. Et donc, vous avez la raison sociale, l'adresse, la désignation de la machine, la déclaration sociale de conformité, la description générale de la machine, les plans, les schémas, les descriptions, la description des postes du travail, la description d'usage normal de la machine. Effectivement, je vais faire un petit focus là-dessus parce qu'effectivement, la notice d'instruction, c'est lorsque vous allez faire et utiliser une machine par rapport à un usage normal. C'est-à-dire que voilà comment il faut l'utiliser et non pas penser à des choses complètement hallucinantes qui n'ont rien à voir avec cette machine.
Je prends un exemple, la tondeuse à gazon permet de tondre du gazon et non pas de tondre de la haie ou de tondre, de faire un broyeur de végétaux, etc., etc. C'est bien un usage normal. Et ça, c'est le plus important vis-à-vis de cette notice d'instruction, toujours l'usage normal. Parce qu'effectivement, l'utilisateur peut faire un peu n'importe quoi vis-à-vis de cette machine et du coup, il peut se mettre en danger vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est un point important. Si on revient sur la notice d'instruction, vous avez effectivement des avertissements concernant les contre-indications d'emploi qui peuvent exister, mais aussi vous avez les instructions de montage, d'installation et de raccordement. Et du coup, en fait, on va parler du cycle de vie de la machine. Et ce cycle de vie de la machine, effectivement, est important parce que vous allez devoir le mettre du début jusqu'à la fin en prenant en compte tout ce cycle de vie. Donc, c'est aussi bien le montage, le transport, le démontage, le branchement, la première mise en service, l'utilisation normale, avec tous les modes dégradés, le mode pas à pas, etc., etc., mais aussi la maintenance préventive et curative, ainsi que le rebut vis-à-vis de cette machine. Vous avez aussi effectivement toutes les installations, donc effectivement l'installation et le montage destinés à diminuer les bruits et vibrations, puisqu'effectivement là aussi c'est un point de la directive machine, et aussi la formation. Et donc dans la directive machine, c'est clairement dit formation des opérateurs. Donc si vous avez besoin de former les opérateurs, il faut clairement définir cette formation dans cette notice d'instruction. Un autre point important, c'est les risques résiduels. Vous avez, vous, en tant que fabricant, conçu une machine qui est le plus, on va dire, sécuritairement possible, sauf qu'effectivement, il y a toujours des risques résiduels qui apparaissent, et ces risques résiduels, effectivement, il va falloir informer vis-à-vis de ces risques par rapport à l'opérateur. Voilà. Pareil par rapport aux EPI, par exemple, lorsque vous demandez par rapport à ces risques résiduels d'utiliser des EPI, il faut clairement les définir dans la notice d'instruction. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il va falloir donner l'information à l'utilisateur d'utiliser effectivement des gants anti-coupure, des gants contre la chaleur, etc., etc. Et du coup, ceci va être clairement écrit dans la notice d'instruction. Pareil, lorsqu'il va y avoir des outils qui peuvent être montés sur la machine, bah, quels sont les outils qui sont acceptés ou pas dans cette machine. Et pareil, les conditions de stabilité en cours de transport, de montage, démontage, pendant les essais ou panne, parce qu'effectivement la machine peut avoir des risques de chute vis-à-vis de ces différentes étapes. Ainsi que les instructions permettant de faire en sorte que les opérateurs de transport, manutention, stockage sont effectués en toute sécurité. Le mode opératoire en cas d'accident ou de panne, et oui, parce qu'il faut y penser aussi, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une panne vis-à-vis de cette machine? Il va falloir avoir une notice par rapport à ça. Tout ce qui est réglage, entretien, c'est pareil. Et tout ce qui est pièces de rechange. Effectivement, lorsqu'il y a des pièces de rechange sur cette machine, il va falloir clairement les définir pour dire, voilà, vous devez utiliser telle référence de joint, d'huile, pour pas effectivement créer un risque vis-à-vis de cette machine. Et donc, du coup, tous ces points-là sont clairement définis dans la directive machine. Et donc, maintenant, comme on sait qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur, on va essayer de décrire quelque chose sur un bout de papier, sur un logiciel de traitement de texte, etc., etc. Et du coup, on va essayer de décrire. Et en fait, il se passe un phénomène par rapport à la difficulté de communication, c'est qu'en fait la normalisation, donc ce sont des normes harmonisées de type C qui permettent de définir les différents points sur le fond et la forme de la notice. Vous avez donc la normalisation qui définit un document comme un ensemble cohérent et fini d'informations qui est structuré, parce qu'effectivement vous allez devoir besoin d'avoir une structure lisible, il faut qu'elle soit lisible par l'ensemble des opérateurs qui vont lire cette notice pour un usage défini sur un support donné pour un lecteur ciblé. Et du coup, vous allez avoir certaines règles à respecter par rapport à ça, qui sont effectivement, vous allez utiliser du texte écrit, donc du texte, vous allez écrire, 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 écrire. Vous allez avoir aussi des symboles mathématiques, vous allez avoir aussi des symboles scientifiques, des tableaux, des graphiques, des schémas, des organigrammes, des dessins, des photos, des pictogrammes, des images de synthèse, etc., etc. Et plus vous allez mélanger tous ces différents styles, plus vous allez donner envie de lire cette notice. Et effectivement, il va falloir donner envie de lire cette notice, et ça, c'est pas évident. Du coup, en faisant cette mix de tous ces possibilités que vous avez, vous allez avoir des notices qui seront plus concis, plus visuels, plus logiques et plus attirants.
et du coup, vous allez pouvoir donner envie de lire cette notice. Ce qu'il faut voir, c'est que les documents donc industriels qu'on appelle les notices, il faut les faire avec des phrases simples et courtes. Il faut privilégier la voix active. Donc tout ce qui est ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ça il faut vraiment exclure. Pourquoi? Parce que en cas de traduction ou de personne qui a du mal à lire, va dire ne pas, ne pas. Donc après avec la double négation, on va dire bah c'est bon, je peux le faire. Non, c'est pas comme ça. Donc effectivement, phrase simple et courte, ça c'est vraiment à privilégier. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il va falloir prendre en compte aussi des constructions de phrases sans verbe, qu'on dit dites nominales. Donc ce sont des propositions elliptiques. Et puis il va falloir beaucoup utiliser les énumérations, donc la liste à puces. Donc liste à puces avec des phrases très courtes par rapport à une phrase qui est débrancher le câble, appuyer sur le bouton, défaire le cadenas, etc., etc. Donc du coup, ce sont des énumérations avec des usages de phrases simples et courtes et de la voix passive. Voilà. Et du coup, tout ça a pour objectif effectivement de faire un document qui soit facile à lire avec on va dire une structure qui est le plus articulée et le plus logique possible. Effectivement, il va falloir commencer par des étapes logiques comme par exemple les définitions, puis après des principes, puis du fonctionnement, puis du montage, puis des essais. Et non pas l'inverse. Commencer par le fonctionnement, puis après les essais, puis après le montage, puis les définitions, etc., etc. Non, il faut vraiment qu'il y ait un ordre logique vis-à-vis de cette conception de machine. Et effectivement, on se base très régulièrement par rapport au cycle de vie de la machine. Et donc, pour en revenir par rapport aux recherches linguistiques, il y a en fait un phénomène qui se crée, qui est complètement naturel. Vous avez l'émetteur. L'émetteur, c'est celui qui va rédiger la notice, et vous avez le récepteur, c'est celui qui va lire le document. Et en fait, il y a un phénomène d'approvissement de ce chemin de communication. Et donc, le rédacteur, celui qui va rédiger la notice, il connaît à 3 millions de pourcents sa machine. Alors, il connaît parfaitement sa machine, donc ce que je sais. Le problème, c'est que quand il veut le transmettre, et ben là déjà, il perd du signal. Et alors, lorsqu'il écrit, il en perd encore plus. Donc ça, c'est du côté émetteur. Après, vous avez le même phénomène qui se passe lorsque vous êtes en train de lire la notice. Et donc, je lis. Ah, il n'y a pas de problème, je lis, je lis, je lis, je lis. Sauf que ce que je comprends, c'est pas la même chose. Et surtout, ce que je retiens, c'est complètement différent. Et en fait, vous avez une déperdition de 90% du message entre le rédacteur et la personne qui va lire. Du coup, on se plaint souvent que les notices sont pas faites correctement et du coup, on se retrouve avec des notices qui sont non conformes. On voit souvent des notices non conformes qui reflètent absolument pas le produit, qui est complètement à côté de tout ça et du coup, on se plaint de la notice en disant c'est nul, ils ont fait n'importe quoi, sauf que non, ça vient pas de la notice, ça vient effectivement de comment on l'a écrit. Mal organisé, on ne sait pas où sont les informations, il y a trop d'informations importantes ou très peu visibles. Compliqué, effectivement, on va mettre plein de langage technique, sauf que ça ne parle pas à la personne qui va lire. Et du coup, faire attention au jargon clairement de la société, où il faut vraiment expliquer ce que vous dites. Pareil, verbeux, vous allez avoir beaucoup d'informations trop détaillées qui n'ont aucun rapport avec ce que vous êtes en train de dire, etc., etc. Vous avez aussi la partie hétérogène. Vous avez pour un même mot, vous allez utiliser deux mots différents. Donc vous allez dire qu'il va falloir prendre la goupille, puis après la goupille, vous allez dire non, je vais prendre plutôt la vis à goupiller. Ah oui, mais non, on parle de la même chose, etc., etc. Donc du coup, il faut être assez hétérogène par rapport à ça. Ambigu. Vous allez pouvoir avoir des informations peut-être qui sont comprises de contraire. Effectivement, l'interprétation de l'homme va très vite à le dire, moi je vois ce que je vois et j'y vais. Non, c'est pas ça, c'est l'inverse, etc., etc. Et donc la communication écrite est quand même assez difficile vis-à-vis de cette déperdition par rapport à ça. Autre chose qu'il faut voir, c'est que quand vous faites une notice d'instruction, il va falloir se poser des questions. Alors, sous le format du webinaire, on n'a pas trop le temps d'aller dans le détail de ces questions, mais grosso modo, ce qu'il faut voir, c'est que selon les questions que je vais vous présenter juste après, vous allez pouvoir répondre
à la conception même de votre notice, sur la structure de la notice, comment vous allez la structurer, qu'est-ce qu'il va y avoir comme contenu à l'intérieur, est-ce que vous allez mettre des choses ou pas. Vous allez pouvoir savoir sur quel support physique vous allez avoir et que vous allez créer, et surtout vous allez aussi avoir la présentation. La présentation qui est assez importante parce que vous n'allez pas avoir une même présentation sur un utilisateur que la personne de la maintenance niveau 3. Donc du coup, vous n'allez pas avoir cette même présentation. Et du coup, en se posant ces questions, vous allez pouvoir répondre à tous ces points. Et en plus, vous allez avoir aussi la question à se poser sur les coûts de conception. Parce qu'effectivement, une notice d'instruction coûte cher et, entre guillemets, c'est pas vendable. Pourquoi? Parce que c'est un document réglementaire obligatoire que vous êtes clairement obligé de donner. Donc du coup, il faut faire attention par rapport à ça. Et du coup, les questions, voilà, donc je vous ai mis ici, et grosso modo, vous avez des questions à vous poser, et quand vous allez creuser un peu ces questions, vous allez voir effectivement que le fond, la forme, la structure va être mise en place. La première question qu'il faut se poser, c'est quelle est la nature de la machine? Quel est le mode de fabrication de la machine? Est-ce que c'est une machine unique ou c'est une machine en série? Le packaging du produit. Est-ce que c'est un produit effectivement qui fait 300 mètres de long ou un produit qui va faire 5 mètres carrés, etc., etc. La réglementation applicable. Eh bien oui, parce qu'effectivement la réglementation va jouer sur le fond et la forme de la notice. L'état d'avancement du développement de la machine. Est-ce que vous avez pris en compte la notice d'instruction en amont de la fabrication ou après et vous subissez tout ce que vous avez fait? Les éléments documentaires que vous avez déjà sur la machine. Vous avez énormément de documents dans les sociétés. Vous avez des documentations de fournisseurs, des documentations de sous-traitants, etc., etc. Et tout ça, pourquoi en recréer alors que vous les avez déjà chez vous? Pareil, comment vous allez commercialiser votre machine? Est-ce que c'est un site de commerce direct avec le client ou alors c'est par des distributeurs, des revendeurs, dans un autre pays sur la partie mandataire, etc., etc. Ainsi que la culture et la langue du client. Effectivement, lorsque vous allez devoir faire une traduction sur cette notice, le rouge, bah, c'est pour nous, on va dire européens, c'est dire danger. Pour certains pays, c'est l'amour. Donc attention de ne pas mettre trop de rouge dessus. Donc la langue et la culture. Après, vous avez effectivement les lecteurs potentiels. Est-ce que vous allez vous adresser à des opérateurs, donc opérateurs utilisateurs, ou à des opérateurs qui vont faire de la maintenance niveau 3 avec des compétences techniques beaucoup plus élevées, etc., etc. Est-ce que vous allez faire appel aussi par rapport au transporteur? Qu'est-ce qu'il a besoin comme information? C'est de la notice d'instruction. L'environnement, comment vous allez stocker votre machine, votre notice. Est-ce que c'est dans un environnement qui est pollué avec de l'huile, ou alors est-ce que c'est un data matrix, ou alors est-ce que c'est sur des tablettes, est-ce que c'est sur du papier, etc., etc. Pareil, est-ce qu'il existe une architecture documentaire que vous avez déjà dans votre société pour prendre le même format? Quels sont les objectifs du fabricant? Est-ce que cette notice, elle est là pour vendre le produit? Parce qu'effectivement, les notices d'instruction maintenant sont de plus en plus des supports de vente pour les commerciaux. Ou alors, c'est vraiment une notice d'utilisation vis-à-vis de l'utilisateur final. Exactement, on peut faire les deux choses différentes. Les ressources, est-ce que vous avez des ressources internes, des ressources externes? Est-ce que vous allez faire appel à des personnes extérieures de la société, etc., etc. Et le dernier, on va dire, nerf de la guerre, c'est quel est le budget que vous avez alloué par rapport à cette notice. Voilà. Donc, par rapport à ces questions-là, effectivement, vous allez pouvoir faire la structure, le fond et la forme de votre notice d'instruction. Autre point, c'est c'est s'organiser sur et planifier le projet documentaire. Et du coup, il va falloir effectivement définir la structure de la notice. Pourquoi? Parce que vous allez devoir faciliter l'accès de l'information pertinente, la rendre la plus efficace possible vis-à-vis de la lecture et proposer des informations prêtes à l'emploi. Et effectivement, plus vous allez vous organiser, plus vous allez avoir un ordre logique par rapport à tout ça. Et du coup, l'installation, raccordement, mise en service, réglage, utilisation, entretien, maintenance, c'est un ordre logique, contrairement à installation, utilisation, entretien, maintenance, mise en réglage, etc. Donc du coup,
il faut avoir un ordre logique par rapport à ça. Et cet ordre logique, vous allez l'avoir avec effectivement avec une conception de notice modulaire, par exemple, qui va vous permettre effectivement de retrouver les informations importantes au moment que vous voulez avec une destination spécifique. Effectivement, la base de données va être alimentée et complétée, et après vous allez créer vos différents supports pour la partie utilisateur, la partie maintenance, la partie installateur, etc., etc. Et du coup, au lieu de faire 3 documents différents, non, vous allez faire un seul qui est global, et après vous allez prendre les informations vis-à-vis de tout ça. Et chaque fois, vous allez pouvoir avoir une conformité effectivement de la machine livrée par rapport à la réglementation toujours en vigueur. Et là-dessus, vous pouvez le faire par rapport à des niveaux de découpage. Et ces niveaux de découpage se font par rapport à des niveaux, donc 1, 2, 3, 4 ou autres, c'est pas un souci, mais ça peut être des classeurs, ça peut être des livrets, ça peut être des fiches, ça peut être des, des, pardon, excusez-moi, des fiches, des livrets, des classeurs, des dossiers techniques, etc., etc., que vous allez pouvoir mettre bout à bout pour créer effectivement votre notice d'instruction. Pour schématiser ça, vous allez avoir effectivement ce slide-là où vous avez les fiches qui vont se regrouper en sous-livrets. Ces sous-livrets vont se regrouper en classeurs et ces classeurs vont arriver sur la notice d'instruction. Et plus vous allez avoir des choses comme ça, plus ça sera facile lorsque vous allez modifier le produit, donc la machine. Et du coup, vous allez simplement changer votre fiche à la racine. Et du coup, une fois que vous allez reconstituer votre notice d'instruction, elle sera toujours mise à jour et toujours sous le bon format. Ça, c'est vraiment le point, on va dire, important sur l'architecture documentaire modulaire pour pouvoir effectivement arriver à avoir une notice toujours conforme à la réglementation. Et donc, c'est ce que je disais, c'est que par rapport à ces machines, donc effectivement, elles peuvent évoluer. Donc certains sous-ensembles peuvent effectivement remplacer par des technologies nouvelles et plus performantes. Et donc, du coup, vous avez effectivement aussi l'obligation d'avoir un historique sur les installations livrées. Ça permet aussi de suivre l'évolution du matériel et de gérer les contenus documentaires. Ces contenus documentaires, effectivement, ça s'appelle le plan de classement, où vous allez effectivement regrouper tous ces documents et effectivement les hiérarchiser par rapport à ça. Ce qu'il faut voir, un titre d'exemple, c'est qu'on peut codifier par exemple les sous-ensembles par rapport à 3 lettres alphabétiques. Par exemple, PER, c'est pour tout ce qui est unité de perçage. ROB, c'est robot de soudage, avec un nombre qui part de 1 et qui s'incrémente au fur et à mesure qu'il y a un nouveau sous-ensemble qui est mis sur le marché. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et du coup, vous pouvez effectivement faire ou l'inverse, plutôt des nombres avec des lettres derrière ou des chiffres, etc., etc. Après, vraiment, c'est à chaque entreprise de mettre en place plus ou moins ces codifications. Ça, c'était pour définir la structure de la notice. Alors, ce qu'il faut voir, après, vous avez effectivement traduire, publier, archiver et mettre à jour la notice. Alors, il faut la traduire, effectivement, si le produit est exporté. Et donc, vous allez effectivement, dans un premier temps, faire une notice d'instruction originale dans la langue de la société, et après, vous allez devoir la traduire. Mais vous la traduire avec quelle langue? Et en fait, vous avez, donc ça c'est une copie du site de l'Union européenne qui définit effectivement les 24 langues officielles de l'Union européenne. Et donc, vous avez le bulgare, le croate, le tchèque, le danois, le néerlandais, l'anglais, l'estonien, le finnois, le français, l'allemand, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, letton, lituanien, maltais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, espagnol et suédois. Donc voilà les langues dans lesquelles vous devez traduire votre notice si vous allez vendre effectivement ce produit dans un de ces pays de l'Union européenne. Et vous allez bien effectivement émettre 2 notices. La notice en français, qui est celle qui est officielle et qui est l'original, et la traduction de la notice par exemple, vous le vendez en Grèce, et ben, il y aura le français et la Grèce, donc le grec, dedans. Donc c'est bien les 2 en même temps que vous allez remettre à votre utilisateur. Et vous avez effectivement aussi 3 langues de travail qui sont l'allemand, l'anglais et le français, qui sont les langues dans lesquelles vous pouvez travailler avec votre fournisseur utilisateur pour échanger les plans, les cahiers des charges,
tous les documents utiles par rapport à la conception de cette machine avant de pouvoir de devoir effectivement les traduire, parce qu'effectivement les trois langues les principales seront allemand, anglais et français. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, traduire la notice, la qualité de la traduction est directement corrélée à celle du document à traduire. Si vous avez à traduire un document qui est pas bien fait, qui est pas structuré, avec beaucoup de choses à l'intérieur, eh ben, on va dire la traduction elle est mal faite. C'est pas la traduction qui est mal faite, parce qu'en fait ça vient du document de base qui a été mal fait. Et du coup, on met en cause effectivement le fabricant, alors que c'est pas forcément, enfin on met en cause pardon le traducteur, mais pas le fabricant. Et du coup, c'est un peu compliqué. Et du coup, ce qu'il faut voir, c'est que la traduction de la notice, c'est clairement un travail qui est fait par un traducteur. Il existe effectivement des logiciels qui permettent de traduire la notice, mais il y a toujours du contexte qui est parti, il y a des choses qui sont mal gérées par rapport à ça. Et du coup, ce qu'il faut voir, c'est que le travail du traducteur est très compliqué parce qu'il doit se mettre à la place du produit et de l'utilisateur, et il va falloir vraiment comprendre le sens de ce qu'il lit. Et ça, c'est pas évident, parce que techniquement, vous êtes très bon vis-à-vis de la conception de la machine, mais en fait, il faut comprendre comment vous avez fait et comment vous avez mis en place tout ça. Et ça, c'est le travail du traducteur. Lui, il est plutôt littéraire que technique, et du coup, ça ne matche pas. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a un gros point qu'il faut être vigilant, c'est par rapport à la langue et les termes précis que vous allez prendre en compte par rapport au texte source. Alors maintenant, de plus en plus, dans les normes harmonisées, vous avez des traductions qui sont clairement définies par rapport aux mots importants de cette conception de machine. Et du coup, vous allez pouvoir trouver les bonnes informations qui sont là, qui sont vraiment clairement définies dans ces notices. Voilà par rapport à ça. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'attention, lorsque vous traduisez les notices, il y a les différences culturelles. Entre autres, les longueurs des mots. Quand vous avez une société française et vous traduisez en allemand, un mot français qui fait 4-5 lettres, en allemand, il va faire 8-9 lettres. Donc attention, là c'est important, surtout quand vous faites des notices à double colonne, du coup ça vous décale tout ça. Donc les longueurs des mots que ça peut avoir important, et du coup ce qu'il faut voir, c'est que du texte dans une notice, il faut essayer de l'éliminer le plus possible pour éviter d'avoir des problèmes de traduction. Donc les tableaux, des illustrations, etc., permettent d'aller beaucoup plus rapidement par rapport à ça. Et donc, par rapport aux différences culturelles, effectivement, là, c'est un exemple parmi tant d'autres. En France, le 15 mai 2005, aux États-Unis, c'est pas le 15 mai 2005, c'est le mai 15-0-2005. Et du coup, si on fait le 15-05-05 pour la date, le 5-15-05, le 15e mois de l'année, ça n'existe pas. Donc attention, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut arriver. Pareil pour les virgules et les points. Les points et les virgules, certains pays utilisent des points, certains utilisent des virgules. Et pour aller plus loin, attention à la partie clairement des unités que vous utilisez. Entre guillemets, les maçons vont parler en mètres. Par contre, les personnes qui vont faire des cotations vont arriver à parler au millimètre, voire au micromètre. Donc attention aux conversions par rapport à ça. Ça, c'est aussi un point très intéressant lorsqu'on lit les notices. Des moments, ça veut rien dire. Ça, c'était pour la première partie sur la traduction. Après, il va falloir publier la notice. Et publier la notice, c'est quoi? Eh bien, il va falloir se poser la question sur la qualité du support que vous allez remettre. Mais aussi, est-ce que c'est un support physique ou un support virtuel ou un data matrix ou tout support qui permette d'avoir la notice au bon moment, ce qui va bien. Il faut voir aussi que le produit à documenter est l'image clairement de l'entreprise que vous voulez donner. Vous avez une machine qui fait des choses extraordinaires. Par contre, votre notice, elle est, on va dire, sous un cran en dessous. Et du coup, vous n'allez pas donner envie aux personnes de le lire. Par contre, votre machine, elle est magnifique. Mais voilà, il y a un problème là-dessus. Et donc, si le produit est haut de gamme, effectivement, il va falloir avoir des matériaux de qualité assez haut de gamme. Si effectivement c'est un usage courant, et ben simplement des matériaux simples iront très bien. Mais attention, il faut vraiment faire la part des choses par rapport à ça. Ça, c'est pour la publication. Avant-dernier point, c'est archiver la notice.
effectivement, vous devez avoir tout l'historique de ces notices vis-à-vis du patrimoine, parce qu'on appelle ça le patrimoine de l'entreprise. Et du coup, cette notice, effectivement, va dans le dossier technique, et donc cette notice est conservée 10 ans après la dernière mise sur le marché du dernier produit que vous avez mis en compte. Et vous devez effectivement archiver cette notice, mais en tout, avec tous les documents à laquelle elle a été reliée. Tout ce qui est plan, nomenclature, note de calcul, etc., etc., qui vous fait en fait votre dossier technique. Et donc, là-dessus, vous pouvez vous appuyer sur effectivement des fichiers informatiques, parce que maintenant on travaille que sur l'informatique, et en fait on appelle ça un plan de classement. Et ce plan de classement doit être clairement défini dans la société pour vraiment arriver à avoir ce suivi proprement dit et d'avoir l'historique qui va bien par rapport à cette conception de machine et la notice. Dernier point, c'est effectivement mettre à jour la notice. Vous devez avoir une notice qui est totalement mise à jour lorsque vous vendez un produit. Ça ne veut pas dire que la notice change par rapport à la machine. Non, ça veut dire qu'effectivement, vous vendez une machine aujourd'hui, vous vendez avec la notice d'instruction. Elle est figée, elle ne bouge pas. Par contre, vous faites des modifications, vous, en tant que fabricant sur cette machine, vous avez besoin de modifier la machine. Et du coup, la machine et la notice, et du coup, vous êtes obligé de modifier cette notice. Pourquoi? Parce que vous avez apporté des solutions techniques différentes, vous avez mis en place d'autres choses, etc., etc. Et du coup, vous allez avoir besoin de changer cette notice pour avoir toujours ce lien avec la machine et la notice, qui est toujours d'actualité avec les changements que vous avez faits. Donc du coup, c'est bien, c'est à chaque fois une machine livrée avec sa notice conforme qui va bien, et non pas la notice qui date de 3 ans ou 4 ans en arrière, parce que là, la notice elle est non conforme, et c'est comme ça qu'on retrouve des notices non conformes. Donc mettre à jour la notice. Alors voilà, j'en ai terminé, je suis pratiquement à l'heure par rapport aux questions, il me reste juste 3 minutes. Donc voilà par rapport à ce que je pouvais vous dire par rapport à la notice. Donc effectivement, le format il est assez court, mais bon, je vais essayer de vous donner les plus d'informations par rapport à ça. Et donc ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, bon, là c'est purement du commerce. Effectivement, on a des formations qui permettent de faire ça. On a du cahier des charges. On a sur la découverte de la Didactic Machine en un jour. On a une formation sur 2 ou 3 jours sur la découverte plus en détail de la Didactic Machine. On a des formations sur l'analyse de risque, sur le circuit de commande, l'ergonomie au poste de travail, bien sûr rédiger la notice d'instruction sur le fond et la forme, et rédiger les fiches de poste. Mais aussi avec le CETIM, vous allez pouvoir avoir des ouvrages CETIM sur la conception des machines, sur la mise en application pratique de la sécurité des machines. Donc vous avez 2 bouquins qui s'appellent Conception des machines, mais vous avez aussi le document, enfin le bouquin IDAR qui permet de concevoir une analyse de risque conforme à la réglementation. Logiciel Systema, le CETIM est garant de ce logiciel Systema pour le calcul du niveau de PL, niveau de performance des fonctions de sécurité, ainsi que s'appuyer sur l'ergonomie pour construire une machine, ainsi que les notices d'instruction sur les guides de rédaction, comment concevoir et rédiger une notice d'instruction conforme à la réglementation. Et tout ça, vous allez le retrouver effectivement sur nos chaînes YouTube, Facebook, Twitter et les actualités sur LinkedIn. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à aujourd'hui. C'est vraiment une mini découverte de ça, mais en tout et cas, ce que je peux vous dire, c'est que la notice est quand même un point important vis-à-vis de cette conception de machine. C'est une part entière qui est clairement reliée à l'analyse de risque et qui est clairement reliée à la conception même de la machine. Voilà pour moi, j'en ai terminé. Je vais redonner la parole à Catherine pour la partie questions-réponses. Oui, bien, écoutez, merci, merci Sébastien d'avoir tenu le timing. C'était très dense, Oui. très, très, très dense. Alors effectivement, on va passer au temps des questions. Donc, la première question, c'est une question de Bruno. Qu'en est-il des machines spéciales fabriquées pour sa propre société utilisatrice? Alors, le champ d'application de la Didactic Machine couvre toutes les machines,
dont les machines spéciales, et aussi pour sa propre utilisation. Donc du coup, vous allez avoir les deux casquettes. Vous allez avoir la casquette fabricant, donc je suis fabricant de la machine, et à un moment, je vais avoir la casquette utilisateur. Et du coup, je dois mettre en place la partie utilisation. Donc c'est deux réglementations différentes parce que le fabricant, c'est la 2642 CE qui fait foi vis-à-vis de la construction de la machine, conception de la machine. Et de l'autre côté, en tant qu'utilisateur, donc c'est le même employeur qui fait fabricant et utilisateur. Et du coup, c'est la 2904 pour l'utilisation de la machine au poste de travail par les opérateurs. Donc la machine spé et pour ma propre utilisation, c'est comme si c'était une machine dite normale, on va dire. D'accord. Pas de différence. Pas de Pas de différence différence. dans la notice. Tout à fait. C'est bien. Une question de Vincent. Quels documents sont à fournir obligatoirement lors de la livraison de la machine? Donc, on l'a bien compris, la notice, mais est-ce qu'il y a d'autres documents? Non, alors, a priori. non, il n'y a pas que ça. En fait, vous avez, en tant que fabricant, à faire toute la démarche. Donc, la démarche, c'est l'analyse de risque, les ESS, la notice d'instruction, le dossier technique, la déclaration de conformité et le marquage CE. Le marquage CE, c'est la plaque que vous allez mettre sur la machine et qui part avec la machine. De toute façon, elle est liée avec. Mais vous allez remettre deux documents à l'utilisateur, donc au client. Ce sera la notice d'instruction, qui est le seul document qu'il va avoir vis-à-vis de cette réception de machine, et il va avoir la déclaration de conformité signée par l'employeur, enfin non, pardon, par le responsable légal de la société, donc du fabricant. Ce qui n'est pas le cas, on est effectivement, c'est une exigence au niveau des machines pour la déclaration. Ce n'est pas le cas pour d'autres produits. Il y a certains produits où la déclaration de conformité n'a pas à être fournie en même temps que le produit. Et souvent, on la retrouve dans la notice d'instruction. Et dans le cas des machines, la notice d'instruction a les éléments de la déclaration de conformité dans cette notice d'instruction, parce qu'effectivement, le document qu'on a remis en plus signé peut être perdu, et du coup, on a les éléments à l'intérieur de cette notice d'instruction. D'accord. Donc, il y a finalement, oui, il y a deux. La déclaration, on la retrouve en tant que telle, mais on la retrouve aussi dans la notice. Oui. C'est ça. D'accord. Totalement. J'ai une autre question là. Vous avez parlé tout à l'heure de l'usage en parlant de l'usage normal. Oui. Parfois, j'ai vu la notion d'usage raisonnablement prévisible. Exact. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux Oui. mots de cette notion très subjective? Ouais. Tout à fait. Alors, c'est un gros débat qu'on a justement avec les entreprises et les fabricants. En fait, l'utilisation d'une machine, c'est l'utilisation normale. Donc, quand on dit l'utilisation normale, c'est l'usage normal, normal que doit faire l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur va mettre en route la machine, va l'utiliser selon les consignes de la notice d'instruction, va appuyer sur tel bouton, va la dépanner, etc., etc. Donc ça, c'est l'usage normal. Mais il y a le mauvais usage raisonnablement prévisible. Et en fait, c'est une situation prévu, mais qui n'est pas l'usage normal. En fait, si je prends l'exemple du four micro-ondes, le four micro-ondes, il y a une dame qui a mis son chat à l'intérieur, il a explosé. Et ben, c'est exactement la même chose. L'usage normal d'un micro-ondes, c'est de déshydrater des aliments comme de la viande, du poisson, cru, etc., etc. Du coup, ça permet de déshydrater. Et l'usage raisonnablement prévisible, c'est de mettre quelque chose qui n'est pas prévu à l'intérieur. Donc en fait, le fabricant est obligé de penser, on va dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bêtise qui va se faire avec cette machine pour dire, bah voilà, ça c'est le mauvais usage. Et du coup, plus vous allez cadrer les limites d'utilisation d'espace et de temps lorsque vous faites votre analyse de risque et votre notice d'instruction, donc limite d'utilisation normale de la machine, limite de temps, parce qu'effectivement, il y a toute la partie maintenance, fonctionnement, etc., etc., et espace. Plus vous allez cadrer ces trois limites, plus vous allez réduire ces mauvais usages raisonnablement prévisibles. Parce que ce que vous avez écrit, pardon, sur la notice, c'est vraiment ce qui fait foi. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser, pas autrement. Donc voilà, usage normal. Si vous l'écrivez clairement dans la notice d'instruction, usage raisonnablement prévisible, enfin c'est mauvais usage raisonnablement prévisible, c'est quelque chose qui n'est pas prévu mais qui forcément peut arriver. C'est comme un broyeur de végétaux, quand le broyeur de végétaux, vous allez mettre des végétaux à l'intérieur, on va pas mettre l'opérateur dedans
mais manque de peau, on va mettre le pied parce qu'on va pousser les végétaux à l'intérieur. C'est le mauvais usage raisonnablement prévisible. Donc, il faut écrire, ne pas. Alors, Il faut écrire. c'est pas ne pas. Voilà comment utiliser la machine avec des Oui, phrases positives et non pas oui, ne pas ne pas. Et donc, toute indication oui, contraire n'est pas normale, etc., etc. Tout à d'accord. fait. Ok, très bien. Une question sur les langues, enfin, une question ou une remarque. Par exemple, la Belgique, il y a plusieurs langues officielles en Ouais, Belgique. Donc, on traduit la notice si on commercialise la machine en Belgique, il faut traduire dans les différentes langues officielles de la Belgique. alors, Si on vend effectivement, au Wallon, mais pas en Flandre, voilà. on fait quoi? Alors, effectivement, il y a certains pays comme la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais ils ont des accords avec l'Union européenne. Effectivement, ils parlent plusieurs langues dans leur même pays. Et effectivement, les langues officielles que j'ai montré tout à l'heure, en Belgique, c'est le belge. Bon, bah, ok, français, ok, sauf que le belge n'existe pas. Du coup, c'est le wallon, c'est etc., etc. Et du coup, là-dessus, la langue officielle, comme elle n'est pas clairement dit officielle wallon ou des choses comme ça, vous avez le droit de dire bah, quelle est la langue que vous allez avoir besoin par rapport à vos opérateurs. Et en fait, ça sera la limite du, de la limite de cette notice en disant voilà, moi, cette notice, cette traduction cette notice originale a été traduite en notice avec une traduction pour les personnes, les opérateurs qui parlent le wallon ou qui parlent le flamand, etc., etc. Et du coup, vous allez devoir demander cette notion de langue spécifique au pays, parce que l'Espagne, effectivement, vous allez dire c'est la même chose. Il y a les Catalans, il y a les Madrilèns qui parlent pas la même chose. Oui, mais c'est l'espagnol. Donc du coup, vous allez demander par rapport à ça. Et vous avez possibilité vis-à-vis du cahier des charges de clairement définir ça au début en disant voilà, pour cette machine, ça sera l'espagnol courant qui va être utilisé. Vous avez le droit de déroger un peu à on va dire, ces langues qui sont plus ou moins présentes dans les pays en fait. D'accord. Ok. Une question de Gérard. Avez-vous des modèles Excel de feuilles d'analyse de risque? Oui, exactement. On en a. En fait, c'est lors des formations effectivement qu'on dispense à différentes entreprises. On a un modèle d'Excel qui s'appelle IDAR, c'est IBIDAR, avec tous les ESS à l'intérieur, avec tous les phénomènes dangereux, avec tout le cycle de vie de la machine. On a ça effectivement. Et en fait, c'est disponible sur le site de CETIM, mais il faut être cotisant au CETIM pour pouvoir avoir accès à ce fichier Excel. Et effectivement, dans la présentation, vous avez une copie d'écran du fichier Excel. C'est exactement celui-ci, avec toutes les macros qui permettent d'avoir toutes les informations dessus. Une question de Maxime. Quelle partie indique une non-conformité de la notice? Alors, je ne comprends Quelle pas bien. partie ouais, Là aussi, oui. Maxime, si vous pouvez préciser un peu votre question, parce que moi aussi, je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qui rend une notice non conforme, peut-être? Je ne sais pas. Quelle partie indique une non-conformité de la notice? Non, bon, Ouais, on va pas on va pouvoir voir répondre si Maxime maintenant, mais peut préciser les choses. exactement, puis on répondra après, je Alors, verrai, pas de souci. une question de Jean-Michel, quelles sont les normes de référence pour la constitution de notices d'instruction des machines? Existe-t-il des banques ou bibliothèques de pictogrammes? Alors, effectivement, Alors, il existe une spécification technique sur les alors, instructions. effectivement, vous avez raison. En fait, il y a deux normes qui existent. Vous avez la norme, la NFEN ISO 20607, qui s'appelle notice d'instruction sur le fond et la forme. Et vous avez aussi la EN 82079-1 sur la notice d'instruction. Donc ça, ce sont des normes effectivement qui sont harmonisées. Donc quand on parle de normes harmonisées, c'est des normes qui sont en lien direct avec la directive machine 2642. Et vous avez aussi une norme qui est la 7010 1, 2, 3, 4, 5 donc ça c'est une ISO, ISO 7010 qui regroupe tous les pictogrammes
sur le danger, sur l'obligation, sur la partie feu, etc., etc. Et effectivement, cette ISO 7010 regroupe la couleur, la taille et le numéro unique du pictogramme qui est clairement défini. Et du coup, par exemple, vous avez un pictogramme qui s'appelle 7010 M01. Et ben, le M01, vous allez donner ça à un imprimeur, il est capable de vous sortir la taille, la bonne dimension du pictogramme et la bonne couleur surtout, parce qu'il y a des couleurs qui sont spécifiques vis-à-vis de certains pictogrammes. Ce qu'il faut voir, c'est que les pictogrammes ont tous été harmonisés du point de vue international et les pictogrammes se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire que le pictogramme interdiction dit interdiction, point final. Que ce soit dans n'importe quelle langue, c'est compréhensible. Et vous avez ces normes qui existent. Vous pouvez les créer vous-même. Par contre, il ne faut pas qu'ils soient ambigus vis-à-vis des opérateurs et qu'ils soient compréhensibles par tout le monde. Merci. Lidivine nous demande quel outil utilisez-vous pour faire une notice modulaire? Alors, il y a plusieurs logiciels. De base, vous avez effectivement Word qui est capable de faire des notices modulaires, mais par contre, vous avez des liens qui vont se créer et ça va être compliqué à mettre en œuvre. Par contre, vous avez InDesign qui est un logiciel qui permet de faire des notices modulaires. Vous avez FrameMaker aussi qui existe et il y en a plein d'autres. Nous, on utilise InDesign qui est assez bien foutu et en plus, vous allez être capable de créer des plans. Alors, quand je parle de plans de machine, vous êtes capable de les intégrer à l'intérieur et ça va se mettre directement sur la forme de la notice. D'accord. Nouveau, une question de Jean-Michel. Y a-t-il des outils logiciels dédiés à la construction de notices? J'en rêve. J'en rêve, j'en ai pas. Ça fait 15 ans que je bosse sur les notices. Non, c'est vraiment un savoir-faire, on va dire, humain. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de logiciel miracle qui va prendre les infos et qui va tous les mettre. InDesign commence à apporter ça, mais pas jusqu'au bout en fait. L'intelligence artificielle, là, ne suffit pas. Non, hélas. Maxime, je ne sais pas si c'est un complément d'information que vous nous mettez, mais l'organisme de certification CE, je ne comprends pas la question. L'organisme de certification CE, point d'interrogation. Merci de me préciser parce que je ne comprends pas la question. Autre question, la déclaration CE est-elle forcément obligatoire avec une machine actionnée manuellement? Alors, vous ne pouvez pas dire une machine manuelle, c'est pas possible. Une machine, vis-à-vis de la machine, c'est une machine qui a une application définie et un mouvement autre que mu par la force humaine. Donc, soit c'est une machine, soit ce n'est pas une machine. Si c'est l'homme qui fait le mouvement, c'est pas une machine. Après, on peut aller plus en détail, mais. Oui, voilà. Soit si c'est une machine manuelle, entre guillemets, elle n'est pas soumise à la directive machine. Donc, voilà. on a oublié qu'elle CE. Voilà. Totalement. Alors, je crois comprendre la question finalement de Maxime. Il nous demandait quelle partie indique une non-conformité de la notice. Et je pense qu'il faisait référence, en parlant de partie, à est-ce que c'est l'organisme de notifié qui va regarder si la notice est conforme ou pas. Je pense avoir compris la question. Vous me confirmez, Maxime, si c'est bien ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la notice d'instruction, elle est faite et sous la responsabilité du fabricant, seul. Il n'a pas besoin de se faire assister par un bureau de contrôle ou un organisme notifié. Et en plus, l'organisme notifié, c'est uniquement sur les machines de type marquage CE sur le CE de type. Donc du coup, ce sont les presses plieuses, par exemple les nacelles élévatrices ou des choses comme ça, vous devez présenter votre dossier à un organisme notifié. L'organisme notifié, ce n'est pas un bureau de contrôle. L'organisme notifié, c'est un organisme qui est notifié par le ministère, comme quoi il a les compétences humaines, physiques, morales, etc., pour accompagner les sociétés, pour dire si le produit est conforme ou non conforme, contrairement au bureau de contrôle, qui est là simplement pour dire je vous accompagne, je vous dis ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et vous allez faire le boulot après derrière. Donc c'est complètement différent. Il n'y a pas d'obligation de présenter la notice justement à des organismes de contrôle, par exemple. C'est vraiment le fabricant qui est responsable de la notice d'instruction.
J'ai effectivement, petite précision, vous pouvez faire assermenter votre traduction de notice en fait. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Donc en fait, avec des traductions assermentées, c'est comme les policiers qui sont assermentés, bah, c'est la même chose, mais pour la traduction d'une notice, tout simplement. Alors, j'ai une demande là. Est-ce que vous pourriez nous refaire voir les diapos sur les différentes parties à mettre dans la notice? Visiblement, Oui. j'ai des participants qui aimeraient revoir la diapo. Alors, c'est l'ESS 1.7.4 de la Directive Machine. Donc effectivement, je vais C'est la liste. l'afficher. Donc c'est la liste, effectivement. Donc il y en a plusieurs. Voilà, je vous l'ai mis. Donc la résidence sociale, l'adresse. Donc en fait, c'est le paragraphe 1.1, 1.7.4 de la Directive Machine. Donc c'est l'annexe 1 de la Directive Machine avec les ESS. Et du coup, vous avez toute cette liste-là qu'il va falloir mettre dedans. Alors là, c'est vraiment les grandes lignes. Attention, la Directive Machine vous donne que des grandes lignes. Par contre, effectivement, c'est quoi les plans? Les plans, c'est pas un plan, non, c'est le plan utile vis-à-vis de l'utilisateur. Donc attention à ça. Prenez pas mot pour mot tout ce qui est dedans parce qu'il y a des choses en plus, des choses en moins, etc. etc. Et c'est à chaque fois le cas échéant. Donc ça veut dire que s'il n'y en a pas besoin vis-à-vis de l'utilisateur, vous ne le mettez pas. Allez, il est 31, donc je prends une dernière question. Avez-vous connaissance de sanctions ou de litiges liés spécifiquement à la notice? Nous demande Jean-Michel. Oui, il y en a. Il y a de la jurisprudence aussi qui a été faite. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les notices du fabricant a été très mal faites. Un opérateur s'est blessé. Et en fait, on s'est aperçu que les notices étaient non conformes à la réglementation vis-à-vis de ce que demandait la réglementation en vigueur, donc la directive machine, mais aussi vous avez aussi les fiches de poste, vous avez plein de choses, etc., qui rentrent en compte. Et du coup, oui, c'est arrivé. Après, vous allez sur Internet, vous tapez sur jurisprudence, notice d'instruction, vous allez avoir des cas, bien sûr, anonymisés. Donc, il n'y a pas les noms, les prénoms des personnes, etc., ni des sociétés. C'est normal. Et du coup, vous allez avoir tout ça qui apparaît. Merci. Bon, bah écoutez, il est 14h32. Si on veut tenir notre timing, on va s'en arrêter là. Je vous remercie vraiment, Sébastien, pour toutes ces informations et tous les conseils que vous venez de nous donner. Vous aurez donc à la fin de la présentation PowerPoint qui va vous être envoyé nos coordonnées si vous souhaitez nous recontacter tous les deux. Et la réunion a donc été enregistrée et ça sera très prochainement, vous pourrez revoir le replay sur les pages YouTube de la CCI. On vous enverra aussi le lien de connexion avec le PowerPoint. Je vous rappelle que juste avant de vous déconnecter, nous vous invitons à répondre à quelques questions pour évaluer la réunion. Je vous en remercie d'avance. Et puis, je vous donne rendez-vous donc pour notre prochain webinaire le 29 avril. Ce sera cette fois-ci sur la réception de machines et toujours avec l'intervention de Sébastien qu'on retrouvera bien volontiers. Voilà, merci. Bon après-midi à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.